Alors je me moquais des 3 formules d'abonnement PlayStation Plus, souvenez-vous. T'as le Covid? Non, ça fait juste trop longtemps que j'ai pas critiqué le PlayStation Plus Premium. Mais maintenant Xbox c'est pas mieux avec leur 3 Game Pass. Ça faisait un peu trop longtemps que le nom Xbox Live Gold traînait, et comme l'objectif pour Microsoft c'est de développer sa marque Game Pass, le Xbox Live Gold a été supprimé ce mois-ci et renommé en Xbox Game Pass Core. Mais contrairement à PlayStation, quand Microsoft veulent simplifier leur formule, ils suppriment pas des avantages à leurs abonnés. Rip in peace, le PS Now. Ils nous ont bien niqué Sony sur ce coup-là. Le Game Pass Core, non. Il ajoute des avantages par rapport au Xbox Live Gold. En plus du mode en ligne, tu peux jouer à une sélection d'une bonne trentaine de jeux. C'est une sorte de mini Game Pass, allégé en sucre, le Game Pass du pauvre, on peut le dire, qui donne accès à des jeux plus anciens. Mais comme sur cette chaîne, on est des crevards et on est très intéressé par tout ce qui est démodé, j'avais envie de vous parler de cette sélection de jeux pas très récents, parce qu'il y a quelques pépites dans le lot. Et puis ça fait un moment que je voulais vous reparler de jeux Xbox. On n'est pas assez nombreux à le faire en France. On commence avec Fable Anniversary. Comme ça on se met dans le bain en attendant la sortie du nouveau. J'ai pas encore joué aux épisodes suivants, mais le premier m'a très agréablement surpris. C'est un jeu de la première Xbox qui a été un peu survendu par Peter Molineux comme un truc révolutionnaire à l'époque, donc les critiques ont été un peu sévères. Puis 10 ans plus tard, ils en ont sorti un remake sur Xbox 360, l'édition Anniversary, qui s'est faite défoncer parce que le framerate était à la ramasse. C'était comme si le jeu avait été rushé et pas optimisé. Ou alors c'est la 360 qui se faisait faiblarde en 2014. Parce que oui, il est sorti sur Xbox 360 en février 2014, 3 mois après la sortie de la Xbox One. 3 mois. Moi je suivais pas trop Microsoft à l'époque, mais j'imagine que ça devait foutre la haine quand t'étais en manque d'exclus et de licences fortes sur ta next-gen, que le remaster d'un jeu aussi culte sorte sur old-gen. Surtout que c'était pas un nouveau jeu. Là, l'intérêt d'y rejouer, c'était justement les nouveaux graphismes. Sur Xbox One, t'aurais pu afficher des visuels dingos, mais non, fallait que ça sorte sur 3.6 dans une version bancale. Seulement voilà, Fable Anniversary est rétro-compatible avec les Xbox suivantes, et donc sur Series X, fini les problèmes de la version originale. Le jeu tourne en 4K 60 FPS avec des temps de chargement bien plus courts. C'est beau les nouvelles technologies quand même. Dans ces conditions, on apprécie encore plus le jeu qui, pour ceux qui ne sauraient pas, est une sorte de Zelda-like action RPG très original pour l'époque dans ses interactions. Quasiment toutes les quêtes peuvent être réalisées en décidant d'être gentil ou méchant. C'est pas gentil d'être méchant. Tu peux séduire des PNJ, te marier avec, acheter des maisons, toucher des rentes. Toutes ces possibilités, ça en fait un jeu assez profond pour son époque. Et encore aujourd'hui, je le trouve très appréciable parce qu'il n'a pas encore hérité de cette fausse profondeur que se targue d'avoir plein de AAA modernes qui se cachent derrière des multitudes de surcouches RPG dans un open world immense où finalement rien ne donne envie d'explorer. Fable, il arrive à garder une simplicité dans sa profondeur, et le fait que ça soit pas un open world rend les zones plus linéaires mais plus agréables à parcourir. Parce que le jeu pour autant n'est pas linéaire. T'as des vraies quêtes annexes scénarisées qui te donnent envie parfois de t'écarter de la route principale pour continuer d'explorer ce monde coloré et onirique. C'est pas un RPG à la japonaise, mais ça ressemble pas trop non plus à du RPG occidental classique et austère comme un Elder Scrolls ou Dragon Age. Non, on dirait une sorte de The Witcher sur console 128 bits, avec une ambiance bien plus féerique, et ça passe aussi par la musique. Franchement, je vous le conseille dans le cadre du Game Pass Core, parce que contrairement à la majorité des jeux 360, il est pas donné en physique. On reste sur les jeux qui ont fait l'effort d'avoir une direction artistique unique avec Ori and the Will of the Wisps. Ils fournissent que le 2e épisode de la série sur le Game Pass Core, mais je vous rassure, il n'y a pas besoin d'avoir fait le premier. C'est un Metroidvania, donc les mécaniques de progression vous connaissez, seulement contrôler le perso est particulièrement agréable ici. Et visuellement, c'est beau à en crever sur une télé. Le jeu est fluide, a de belles animations, il est poétique, et pourtant, ça reste un Metroidvania. Il y en a qui adorent. Moi, je vous cache pas qu'après 1 heure, j'arrive pas à me motiver à avancer davantage. C'est pas à cause d'un ou plusieurs défauts, c'est juste que ce style de jeu ne provoque pas grand chose en moi, passer le plaisir de la découverte. Je le mentionne quand même parce que ça reste une belle exclue Xbox. Enfin, dans le sens où c'est réalisé par un studio Xbox. Mais vous êtes au courant, on sait pas par quelle sorcellerie avec Nintendo ça s'est fait, mais ça a fini par sortir sur Switch. On dirait qu'ils ont perdu un pari. Parce que, à ce que je sache, en retour, l'atelier du jeu vidéo n'est pas sorti sur Xbox.
Pareil pour Psychonauts 2, un jeu Xbox qui est pourtant sorti sur PlayStation. Mais ça je sais pourquoi. C'est un crowdfunding du studio Double Fine qui date de bien avant le rachat par Microsoft, donc il s'était déjà engagé à sortir une version PS4. Mais pas PS5 du coup, alors qu'il y a bien une version Series X. Pas banal ce cas de figure. Si je vous en parle, vous l'avez compris, c'est parce que c'est aussi dans le Game Pass Core. Et décidément, on enchaîne, c'est le 3e jeu de cette sélection à avoir un univers aussi marqué et mémorable. Eh oui, quand on cherche, on en trouve des jeux Xbox avec de la personnalité. C'est pas que des jeux de tir pour américains. Mais il y en aura quand même dans cette vidéo, je vous préviens. Psychonauts 2, c'est un jeu d'action-plateforme avec des vraies phases de plateforme, des vraies phases d'action, mais c'est pas le plus intéressant. Dans les jeux Double Fine, je suis désolé, mais je trouve jamais le gameplay très réussi. Tout l'intérêt, il est dans la narration. Et pourtant, ce Psychonauts 2, il s'en tire bien quand même en termes de gameplay. Il y a pas mal de moves sympas. Mais ce que je retiens le plus, c'est les lieux délirants qu'on visite, les situations dans lesquelles on se retrouve, les dialogues des personnages imprévisibles. Et bordel, ce que ça fait du bien de voir un jeu moderne aussi original qui soit pas un jeu indépendant. C'est rare pour un jeu avec ce niveau de production. Donc je pense qu'il va surtout résonner auprès de ceux qui veulent une expérience rafraîchissante, qui sont dans un mood pour quelque chose de différent et qui sauront donc plus facilement lui pardonner ces quelques lacunes qui en font pas nécessairement le jeu de l'année. Faut dire qu'en 2021, on a été servi en platformer 3D. Ratchet & Clank, It Takes Two, Bowser's Fury, et le meilleur, Balan Wonderworld bien sûr. Jeu suivant, on repasse sur une vraie exclue Xbox pure souche de type Charal Grand Cru, Forza Horizon 4. Enfin, exclu, pas complètement, il est aussi sorti sur PC, mais bon, Microsoft et les ordinateurs, c'est une grande histoire. Forza Horizon 4 donc, là je vous entends me dire, pourquoi j'aurais envie de jouer à FIFA 18 si FIFA 24 vient de sortir ? Ben déjà parce que tu veux économiser 4 balles sur ton abonnement mensuel, et honnêtement, aussi excellent soit Horizon 5 au Mexique, Horizon 4 en Angleterre, c'est toujours une tuerie. Des sensations de conduite exceptionnelles, une vitrine pour les gâchettes vibrantes de la Xbox, et graphiquement, mamma mia, il est magnifique sur toutes les consoles, c'est fou. Avec ses 4 saisons, il est aussi savoureux qu'une pizza. Les décors se renouvellent régulièrement entre l'automne, l'hiver, le printemps et l'été, c'est presque comme avoir 4 maps. Sur Xbox Series, c'est acquis que c'est en 60 images par seconde, mais sur Xbox One X, c'est le seul Forza Horizon à être en 60. Même le 5 est en 30. Donc si t'es encore sur Old Gen, il a pas grand chose à envier à sa suite. En parlant de baffe graphique, un des plus beaux jeux de la Xbox One X est aussi inclus dans l'abonnement. Gears 5. Et là pareil, toujours des super sensations manette en main grâce aux gâchettes vibrantes. Par contre, faut aimer les gunfights parce que c'est ce que tu vas faire 90% de ton temps. Du moins dans le mode solo. Dans le mode multi, on est plutôt autour des 100%. Vous êtes prévenus. Faut avoir de la violence à revendre. Et je sais pas où ça en est aujourd'hui, mais au lancement de la Series X, il avait encore une communauté très active en ligne. Si c'est dans la compétition que vous aimez le jeu vidéo, il est bon de rappeler que le Game Pass Core, c'est le Xbox Live Gold. Donc t'es obligé de souscrire si tu veux jouer à Gears 5 en ligne. Ah là par contre, je vous présente une vraie de vraie exclue Xbox. Halo 5 Guardians, il est jamais sorti sur PC étrangement. Donc c'est la seule exclue console de cette vidéo, je pense. Et franchement, il est tout aussi mémorable que Halo Infinite. C'est-à-dire pas du tout. Moi je comprends pas l'engouement pour la série Halo. J'ai testé chaque jeu dans la Master Chief Collection, qui n'est pas dans le Game Pass Core, je précise, et ils m'ont tous fait chier. Étonnamment, le 5, je l'ai trouvé un peu mieux, plus nerveux, mais c'est sûrement parce qu'il s'aligne davantage sur le reste des FPS de l'industrie, donc j'imagine que ça doit pas ravir les fans de la première heure. Je suis pas le gars le plus crédible pour vous conseiller des jeux de tir, mais quitte à vous suggérer le 5e épisode d'une série, je resterai sur Gears 5. Ou alors Doom Eternal. Je lui ai laissé sa chance dans le cadre de mes quelques jours d'abonnement à ce Game Pass, et je pense qu'en termes de FPS, c'est le meilleur auquel j'ai joué de ma vie. Entendons-nous bien, c'est pas mon style de prédilection, donc j'en tire pas non plus une jouissance extrême, mais je dois reconnaître que celui-là, wow, il a un système de jeu très bien ficelé. Tu tires sur les ennemis, ok, quand ils clignotent, tu passes au corps à corps pour régénérer ta barre de vie et économiser des munitions. Quand t'as plus de munitions justement, tu sors la tronçonneuse qui a pour effet de dropper de quoi recharger tes armes pour te remettre à tirer sur les ennemis, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La boucle de gameplay marche trop bien, et le drop des munitions est équilibré de manière à souvent te faire changer d'arme. La difficulté monte vite,
mais le jeu te donne progressivement plein d'outils pour te défendre. Donc en termes de possibilités d'action, pour réagir à une situation, c'est très profond. On est très loin d'un cover shooter où on appuie constamment sur les mêmes boutons. Dans Doom Eternal, il y a plein d'inputs possibles et le jeu t'encourage intelligemment à tout utiliser. C'est assez brillant, faut le reconnaître. Les Call of et ses clones sont tellement chiants en comparaison à te forcer à camper sur une position, tandis que là non, c'est très speed, t'es tout le temps en mouvement, c'est hyper punchy. Je vais pas le finir, hein, mais chapeau id Software. C'est les développeurs du jeu. C'est un studio qui appartient à ZeniMax, qui s'est fait racheter par Microsoft en 2021. Oh my god! Doom, c'est une licence Xbox maintenant? Bon bah ils ont plus qu'à abandonner Halo. Il y a no match là. Toujours au rayon, je suis un GAFAM et j'achète qui je veux, on passe à Ninja Theory et son Hellblade Senua's Sacrifice. Une sorte de beat'em all avec des énigmes, avec un scope plus restreint, un jeu assez épuré, à tous les niveaux franchement. C'est étonnant parce qu'avec des visuels et des animations pareilles, on pourrait se dire que c'est une super production qui se doit donc de déborder de contenu. Mais non, il garde une sobriété plutôt appréciable. Malheureusement, les énigmes sont pas toujours fascinantes et les combats se répètent avec les mêmes ennemis, mais j'ai pas envie d'être trop dur avec lui. Il propose quelque chose d'assez unique, dans son minimalisme déjà, et son délire schizophrénique. Au casque, il y a un sacré soin au niveau de l'ambiance sonore. Je suis vachement curieux de voir ce que va donner Hellblade 2 maintenant qu'ils ont un budget quasi illimité. Mais laissons les AAA solo de côté pour nous intéresser aux petits jeux multi dispo sur le Game Pass Core. Si vous voulez juste rigoler avec des potes, vous avez Among Us, on le présente plus, mais franchement, qui y joue encore? Human Fall Flat et Gang Beast, pareil c'est toujours délire, même si ça fait 10 ans qu'ils sont plus streamés. Overcooked 2 est dispo aussi, toujours une valeur sûre pour se prendre la tête avec son partenaire. Golf with Your Friends, c'est d'une banalité, mais aussi d'une efficacité si tu veux juste un support pas trop distrayant pour discuter avec des potes sans avoir à se regarder dans le blanc des yeux. Et si comme moi tu n'as pas de potes, ça tombe bien, il y a aussi la masse de jeux indés solo. Et ils se sont pas foutus de notre gueule, il y a du archi-culte. Celeste, Dead Cells, Stardew Valley, Spiritfarer, Firewatch, Slay the Spire, Vampire Survivors, Shredder's Revenge, Limbo, Inside. Tiens, c'est l'occasion de dire 2 mots sur Inside. C'est réalisé par les mêmes créateurs que Limbo, mais j'ai pas l'impression qu'il soit aussi culte. Et pourtant, Inside, c'est ce qui se fait de mieux en termes de cinématique platformer. Il y a des phases variées, une superbe mise en scène, un bon level design, des moments dérangeants mais donc très mémorables, et ça se finit en 3 heures, donc c'est parfait dans le cadre d'un abonnement. Je vais pas citer 100% des jeux non plus, parce qu'il y en a qui m'évoquent rien, et de toute façon vous avez la liste sur internet, mais rapidement je vous conseille quand même de tester Descenders si vous aimez la conduite. En vue première personne sur son vélo, les sensations sont hyper bonnes, et ça se contrôle trop bien. Je l'avais déjà kiffé il y a plusieurs années quand il était qu'en 30 fps, mais là en 60 sur Series, c'est encore plus un bonheur. Et historiquement, Descenders, c'est un jeu Xbox. Il est sorti en 2019 sur Xbox One, et c'est qu'après plus d'un an qu'il est finalement arrivé sur PS4 et Switch. Je mentionne aussi Dishonored 2, qui est beaucoup apprécié pour la liberté d'approche qu'il laisse aux joueurs. Moi, je suis pas fan d'infiltration, mais je tenais à vous le conseiller parce que mon pote Kylian l'avait quand même mis 2ème dans notre top 10 de la décennie. Et enfin, si t'aimes les RPG de Bethesda, il y a Fallout 4, Fallout 76 et The Elder Scrolls Online si tu fais le choix de ne plus avoir de vie. Mais donc paradoxalement, elle est assez riche, cette offre Game Pass de clochard. Si par hasard tu trouves une Xbox One dans une poubelle, juste en payant 7€ par mois, t'as déjà de quoi t'occuper pendant des mois sur des styles très variés. Je vais récapituler les offres qui existent sur Xbox. D'abord, le Xbox Game Pass normal. C'est 11€ par mois, et il y a plein de jeux, même des AAA récents. Ensuite, le Game Pass Ultimate. 15€ par mois, c'est la même chose, mais avec des jeux Electronic Arts en plus. Je simplifie, je m'attarde pas sur les mini trucs en plus, je suis pas commercial chez Xbox, mais donc si tu t'en fous des quelques jeux EA, reste sur le Game Pass normal. Et donc, le Game Pass Core, c'est 7€ par mois. C'est quand même un sacré écart de prix. Ok, il y a beaucoup moins de jeux, mais c'est que du lourd. Et moi, j'ai même pas eu à payer 7€ pour le tester. Parce qu'il y a 2 semaines, je suis allé faire un tour des caches, j'ai chopé 2 jeux Xbox 360 d'occasion, qui avaient encore un code d'essai gratuit du Xbox Live Gold. Et si aujourd'hui tu rentres ce code, ça te fait direct passer au Game Pass Core. J'étais trop content. C'est ma petite astuce si t'achètes d'occasion, pars pas forcément du principe que le code a déjà été utilisé.
Et enfin, pour terminer, sur les formules d'abonnement, je me dois de mentionner la maxi technique de crevard qu'il y avait sur Xbox il y a encore quelques mois. En fait, il fallait créer un nouvel utilisateur tous les mois sur ta Xbox pour profiter de l'offre découverte Ultimate à 1€ de façon illimitée. Parce que tous les utilisateurs de la console profitent du Game Pass si l'un d'entre eux est abonné. Là où c'était pratique aussi, c'est qu'au bout de quelques mois à plus être abonné au Game Pass, on te reproposait l'offre découverte. Donc ensuite, t'avais même plus besoin de créer de nouveaux comptes, tu reprenais les anciens, puisqu'ils redébloquaient chacun leur tour l'offre découverte. Mais ça, c'était le bon temps, c'est fini maintenant. Enfin, ne pleure pas parce que c'est fini, souris parce que c'est arrivé. Avec la sortie de Starfield, ils voulaient pas que les gens puissent y jouer gratuitement, et ça se comprend, c'était abusé comme système. Maintenant, pour profiter de ce gros catalogue de jeux en démat de façon réglo, faut payer plein pot. Mais avant de payer 15 balles par mois sans réfléchir parce que c'est l'offre que Microsoft met direct en avant sur son store, si vous vouliez juste vous faire du Gears 5, du Elder Scrolls Online, du Fallout, Doom, Fable, Ori ou Psychonauts, prenez-vous plutôt dans un premier temps l'offre Core moitié moins chère. Parce qu'il y a déjà de quoi bien s'occuper, on l'a vu, et seulement une fois que vous avez fait le tour de ce catalogue, là ça devient intéressant de payer plus cher pour débloquer des jeux supplémentaires. Et bien sûr, je le répète à chaque fois, mais mon conseil c'est de jamais prendre ce type d'abonnement à l'année. Il y a des mois où t'auras juste pas envie de jouer, ou alors tu seras sur un jeu en physique et dans ce cas-là c'est du gâchis de payer un Game Pass dans le vent. Par contre, les mois où on est abonné, faut rentabiliser. Moi je conseille de prioriser les jeux avec la durée de vie la plus courte. Comme ça tu peux en faire plein. Parce qu'un RPG de 200 heures en vrai, est-ce que c'est pas juste plus malin de l'acheter d'occasion pour toujours plutôt que d'y jouer pendant des mois via l'abonnement? C'est pour ça qu'il faut jamais que le digital remplace complètement le physique. La cohabitation des deux est pas mal, et j'espère que ça va durer ainsi. Si vous voulez continuer d'entendre RM vous partager ses bons tuyaux, allez mater ses vidéos.